Hey, salut à tous et à tous, c'est Alex, comment vous allez? Écoutez, moi ça va bien, on se retrouve les gars pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui une petite vidéo un petit peu spéciale, je tente un nouveau concept, donc voilà, j'attends vraiment vos retours vers ce que vous pensez de la qualité du montage, de ma diction, voilà, tout ça, il y a plein de choses qui vont compter. N'hésitez pas à proposer également des coureurs que vous voulez voir éventuellement dans notre vidéo, que vous aimez ou que vous avez envie de découvrir. On va quand même essayer de partir sur des coureurs assez ancien, vous allez le voir avec ce premier épisode sur Jan Ullrich. On va revenir sur l'ensemble de sa carrière en plusieurs étapes, avec plusieurs chapitres, de ses débuts jusqu'à sa fin un petit peu tragique, sa descente aux enfers on va dire. Donc voilà, j'attends beaucoup de vos retours, on va partir tout de suite pour la carrière de Jan Ullrich. Jan Ullrich naît à Rostock, en Allemagne de l'Est, le 2 décembre 1973. Il va commencer le cyclisme à l'âge de 10 ans, on est en 1983 et il rejoint le club du Dynamo Rostock. Un an plus tard, il va remporter sa première course et il rejoindra en 1987 l'équipe du Dynamo Berlin pour devenir champion junior de RDA sur route en 1988. Après la chute du mur de Berlin et la réunification de l'Allemagne en 1989, il rejoindra avec ses coéquipiers l'équipe RG Hambourg, l'équipe du Dynamo Berlin étant totalement dissoute. En 1993, il va continuer à enchaîner les bonnes performances et il devient champion du monde amateur à Oslo. Et en 1994, Ullrich devient stagiaire dans la formation allemande, la mythique formation allemande Telekom, avec ses fameux maillots roses. Et il passera ensuite pro dans cette équipe en 1995. Il s'illustrera notamment en 1995 avec un titre de champion national de contre-la-montre. Et il participera également à son premier grand tour, qui sera la Vuelta. Il quittera la course au bout de 15 étapes, sans véritablement briller. « 1996 est l'année de la révélation. Après un début de saison assez mitigé, il va prendre part à son premier Tour de France, dont le départ sera donné de Bois-le-Duc aux Pays-Bas le 29 juin. La formation Telekom possède de redoutables armes, le sprinter allemand Erik Zabel, mais également le grand danois Björn Riis, 5e en 93 et 3e en 95. C'est un des candidats sérieux pour une victoire finale, avec le déclin du quintuple vainqueur de l'épreuve, l'Espagnol Miguel Indurain. Du haut de ses 22 ans, Ullrich sera un équipier de taille pour mener Riis vers le sacre, mais pourtant inconnu du grand public, il va se révéler pendant ces 3 semaines de course. Il accompagnera Riis vers la victoire finale à Paris en étant le meilleur équipier en montagne et également le seul capable de détrôner le roi Miguel Indurain sur le contre-la-montre finale de 63 km entre Bordeaux et Saint-Émilion. Il devance ainsi le quintuple vainqueur du Tour de près de 56 secondes. Le 21 juillet, les deux coureurs de la Telekom prennent les 2 premières places du classement général devant les 2 coureurs de l'équipe Festina, Richard Virenque et Laurent Dufaux. Sur cette édition, l'équipe Telekom réalise un carton plein, Zabel en vert, Ullrich en blanc, 5 victoires d'étape et les 2 premières places du général. En 1997, il est plus attendu que jamais. Après une seconde place sur la dernière grande boucle, il fait figure de favori pour cette saison. Avec une 3e place sur le Tour de Suisse derrière Agnoloto et le Suisse Kamzin, il remporte le championnat d'Allemagne sur route. Au départ de Rouen pour cette 84e grande boucle, l'équipe Telekom aligne encore une énorme composition, avec le tenant du titre Björn Riis, le sprinter Erik Zabel, accompagné des solides Allemands, Aldag, Bolt ou encore Ebner. Dès le premier jour, il prend la 2e place du prologue à 2 secondes du Britannique Boardman. Après 10 premiers jours de course tranquille, Ullrich va prendre les commandes du général qui ne quittera plus du tout sur les pentes d'Arcalis. Il devance Marco Pantani et Richard Virenque de plus d'1 minute. Au soir de cette 10e étape, il devance de presque 3 minutes le français Virenque. Abraham Olano complète le podium avec déjà plus de 5 minutes. 2 jours plus tard, l'ogre écrase tout sur son passage dans le contre-la-montre autour de Saint-Étienne. Il va devancer Richard Virenque de plus de 3 minutes et compte désormais près de 6 minutes sur le français au général. Dans les Alpes, il s'accroche et prend la 2e place à l'Alpe d'Huez derrière Pantani. Il sera également 2e à Courchevel, à 1 cheveu du meilleur grimpeur Virenque, et prendra la 3e place à Avoria derrière Pantani et Virenque. La veille de l'arrivée, il va encore creuser un peu plus l'écart sur le contre-la-montre de Disneyland derrière l'Espagnol Olano. Il est sacré le 27 juillet et il est le premier Allemand vainqueur de la grande boucle. À Paris, les écarts sont abyssaux. Il devance Virenque de 9 minutes. Pantani vient compléter le podium à 14 minutes. Son équipier tenant du titre Riis prend la 7e place à plus de 26 minutes. Ullrich complète sa collection avec un nouveau maillot blanc et le titre de meilleure équipe, pendant que son équipier Zabel empoche un nouveau maillot vert et 3 victoires d'étape. Avec ce sacre, Ullrich est vu comme le successeur d'Indurain, avec un style impressionnant, solide en montagne, monstrueux sur les longs contre-la-montre. Il sera élu plus tard
sportif allemand et également vélo d'or de cette année 97. En 98, il apparaît en début de saison dans une forme et une condition physique très décevante. Il apparaît en surpoids et ne brille dans aucune course. Sans rassurer sur son état de début de saison, il prend la 10e place du Tour de Suisse et la seconde place sur son championnat national. Il prend donc le départ de son 3e tour avec un énorme point d'interrogation sur son état de forme. Avec une formation télécom quasi similaire à 97, le 11 juillet, il prend la 6e place du prologue à Dublin. Mais ce début de Tour de France va être chamboulé par la fameuse affaire Festina. Au matin de la 7e étape, la totalité de l'équipe Festina est exclue de la course. Après la découverte de plus de 400 flacons de produits dopants et stupéfiants dans la voiture du soigneur Willy Vogt, le 8 juillet à la frontière franco-belge. Débarrassé de son dauphin de 97, Ullrich semble désormais avoir un boulevard devant lui pour remporter le titre. Il va remporter le contre-la-montre de la 7e étape de 58 km entre Mérignac-l'Église et Corrèze, avec plus d'1 minute sur les Américains Hamilton et Jülich. Il est désormais le nouveau leader de ce classement général. Dans les Pyrénées, il ne va pas vraiment briller, à Bagnères-de-Luchon et au plateau de Bay, et il va quitter les Pyrénées avec plus d'1 minute et 11 secondes d'avance sur Bobby Jülich et 3 minutes sur Jalabert. Le 27 juillet, dans une étape entre Grenoble et les Deux Alpes, ce Tour de France va devoir véritablement rentrer dans la légende pour autre chose que l'affaire Festina. Une étape de 189 km au programme, avec 3 cols, Croix de Fer, le Galibier par le Télégraphe et la montée finale vers la station des Deux Alpes. Sous une pluie battante, le pirate italien Marco Pantani chute sans conséquence dans la descente de la Croix de Fer. Mais c'est à 5 km et demi du sommet du Galibier que ce tour bascule dans la légende. L'Italien d'une attaque tranchante dépose tous les favoris et remporte cette étape aujourd'hui mythique. Il devance aux Deux Alpes Rodolfo Massi de près de 2 minutes. Le leader allemand connaît une terrible défaillance et passe la ligne avec son équipier Rys à près de 9 minutes de l'Italien. Au soir de cette 15e étape, Pantani est le nouveau roi de ce tour, avec 4 minutes sur Jülich et Escartine, l'Allemand distancé à quasiment 6 minutes au général. Le lendemain, à Albertville, Ullrich reprend du temps, à Jülich et Escartine en devançant au sprint Pantani pour retrouver une place sur le podium. La veille de l'arrivée, Ullrich remporte un nouveau succès sur le contre-la-montre du Creusot en reprenant 1 minute à Jülich et 2 minutes 35 en Pantani, mais ça ne suffira pas pour remonter sur la première place au classement général. Le 2 août, Pantani remporte ce Tour de France 98 avec 3 minutes 21 sur Ullrich et 4,08 sur Bobby Jülich. Pour la 3e année consécutive, il vient remporter le maillot blanc de meilleur jeune et prend une place sur le podium. Son équipier, Zabel, est une nouvelle fois maillot vert. Sa préparation laborieuse de l'intersaison lui aura sans doute coûté cette victoire. En 99, comme Marco Pantani, il sera forfait sur les routes françaises. Il laissera un certain Lance Armstrong prendre les commandes de la grande boucle. Il va se consoler en Espagne avec une victoire finale au classement général de la Vuelta, avec plus de 4 minutes d'avance sur l'Espagnol González de Caldeano. Il prendra le maillot de leader lors de la 12e étape, une fois de plus sur les pentes d'Arcaïs. Il ne quittera plus ce maillot et remportera 2 étapes, dont un nouveau contre-la-montre individuel la veille de l'arrivée à Madrid et la 5e étape à Ciudad Rodrigo. On retrouve un grand Ullrich encore une fois, très solide sur les étapes de montagne et monstrueux sur les contre-la-montre. Le 7 octobre, il remporte également le titre de champion du monde de contre-la-montre à Trévise devant le Suédois Anderson et le Britannique Boardman. Il va prendre également la 3e place du Milan-Turin et se replace désormais comme un favori pour le Tour 2000, où il sera le principal adversaire du nouveau patron de la grande boucle, le boss Armstrong. Pour le début de ce 3e millénaire, Ullrich est sans doute le principal adversaire d'Armstrong. Il fixe sa saison sur la grande boucle comme objectif, et après un début de saison encore une fois très peu brillant, il prendra la 5e place du Tour de Suisse, remporté par Oscar Kamsa. Au départ du Futuroscope, il prend la 4e place et concède déjà 12 secondes sur l'Américain. Mais dès la première étape de montagne à Hautacam, le boss assomme le tour et prend les commandes du classement général qui ne va plus quitter jusqu'à Paris. Après 10 étapes, Ullrich pointe à des plus de 4 minutes de l'Américain qui ne sera jamais inquiété sur ces 3 semaines. À Paris, Armstrong compte 6 minutes d'avance sur Ullrich, l'Espagnol Bellocchi complète le podium à plus de 10 minutes. Après cet échec sur le Tour de France, l'Allemand va devenir champion olympique sur route à Sydney devant ses 2 équipiers chez Télécom, Vinokourov et Kloden, et quelques jours plus tard, il prendra également la médaille d'argent sur l'épreuve chronométrée derrière le Russe Ekimov. En 2001, comme à l'accoutumée, le début de saison, il n'est pas brillant pour Jan Ullrich. Il participera cette fois-ci au Giro au mois de mai. Sans briller, il va prendre la 52e place au classement général, sans briller au classement général, mais également sur aucune étape. Quelques jours avant le Tour de France, il va remporter un nouveau titre de champion d'Allemagne. Il va donc s'élancer de Dunkerque avec une fois de plus le costume d'outsider et principal adversaire pour Lance Armstrong.
Il prendra la 4ème place du prologue à seulement 3 secondes de l'américain, mais aucune victoire sur cette édition. Plusieurs places d'honneur, 2ème derrière Armstrong, à l'Alpe d'Huez, à Champs-Rousse et au Plat d'Adé, le boss est dans une forme énorme. À Paris, le podium est le même qu'en l'an 2000, Ullrich est relégué à presque 7 minutes et l'Espagnol Bellocchi complète une nouvelle fois le podium à plus de 9 minutes. Après ce nouvel échec, il va se consoler avec une victoire sur le Tour d'Émilie et également un titre de champion du monde du contre-la-montre à Lisbonne devant David Millar et Santiago Botero. 2002, c'est une saison blanche pour lui. Avec une blessure au genou en début de saison, il est ensuite contrôlé positif aux amphétamines au mois de juin. Il va donc être suspendu 6 mois et à la fin de la saison, son team Télécom le licencie et il sera obligé donc de trouver une autre équipe. C'est donc fin 2002 qu'il rejoint l'équipe Bianchi pour la saison 2003. Pendant ce temps, son adversaire s'en va chercher son 4ème tour consécutif, devançant l'Espagnol Bellocchi de 7 minutes et la surprise Rumsas qui pointe à 8 minutes. 2003 marque l'année du renouveau pour Jan Ullrich. L'Allemand est avec une nouvelle équipe, il est revanchard et il veut prendre le pouvoir sur la grande boucle. Tout ça pour éviter Armstrong de rejoindre les Anquetil, Merckx, Hinault et Indurain dans la légende avec 5 Tours de France au compteur. Après un nouveau début de saison guère brillant, il prendra la 7ème place du Tour de Suisse. Au départ du centenaire, il n'est qu'un simple outsider de par la faiblesse de ses coéquipiers, mais également sa saison blanche de 2002. Son état de forme est donc une fois de plus un énorme inconnu. Après une première partie de tour assez tranquille, l'Allemand assomme la concurrence. Sous la canicule entre Gaillac et Cap des Couvertes, il va coller plus d'1 minute 36 à Armstrong sur le contre-la-montre et il fait plus que jamais figure de favori. Le lendemain, Ullrich colle à nouveau quelques secondes à l'américain sur les pentes d'Axe 3 domaines avec une attaque un peu tardive. Avant la dernière étape des Pyrénées, les écarts sont très faibles. L'Allemand n'a jamais été aussi proche pour inquiéter l'américain, seulement 15 secondes de retard. Une étape mythique s'annonce avec au programme Col d'Aspin, Tourmalet et l'arrivée finale à Luzardiden. Dès le Tourmalet, Ullrich va lancer les hostilités, il arrivera même à décrocher l'américain qui reviendra dans la descente. Dans la dernière ascension, c'est la folie. Armstrong est le premier à attaquer, mais il chute ensuite. Le peloton, amené par Ullrich, décide d'attendre le boss, qui revient et lance une nouvelle attaque pour revenir sur le français Chavanel et reprendre un matelas au général. Avant l'ultime chrono à Nantes, Ullrich compte seulement 1 minute 07 de retard, tout est encore jouable au vu de sa performance à Cap Découverte. Mais cette fois-ci, ce n'est pas sous la canicule mais sous une pluie déluvienne que s'élance ce contre-la-montre. Ullrich tombe et brise tout espoir de remporter ce tour. Armstrong va donc remporter son 5ème tour et rejoint les légendes Merckx, Anquetil, Hinault et Indurain. À Paris, Armstrong compte 1 minute d'avance sur Ullrich et plus de 4 minutes sur le jeune Vinokourov. Il met fin à sa saison et officialisera donc son retour chez Télécom, devenu T-Mobile pour la saison 2004. En 2004, de retour chez son équipe de toujours, devenu T-Mobile, il va commencer sa saison tranquillement et il remportera quand même le Tour de Suisse pour sa préparation au Tour de France. Après un départ peu éblouissant, il prendra notamment la 16ème place du prologue et il sera totalement dépassé avec son équipe dans le contre-la-montre par équipe, le Team US Postal, monstrueux. Dans les Pyrénées, c'est là qu'il va perdre tout espoir, une défaillance sur l'étape de la Mongie où il va concéder plus de 2 minutes 30 pendant qu'Armstrong remporte l'étape et prend une fois de plus les commandes du classement général. Sans briller, il prendra finalement la 4ème place du classement général et son équipier Andreas Klöden sera 2ème derrière Armstrong. Il devient donc le premier homme à remporter 6 Tours de France consécutifs. C'est son plus mauvais résultat sur le Tour de France. Il finira cette saison par une victoire sur la Coppa Sabatini en septembre. En 2005, comme à son habitude, Ullrich ne brillera qu'au mois de juin sur le Tour de Suisse en prenant la 3ème place. Mais une fois de plus, il est donné comme adversaire principal d'Armstrong. L'Américain vise un 7ème titre avant de mettre un terme à sa carrière. Après un début de tour plus que mitigé, il va chuter plusieurs fois. Malgré une énorme armada, l'équipe T-Mobile de Klöden ou Vinokourov ne pourra pas empêcher Armstrong de conquérir une dernière couronne. 9ème à la sortie des Alpes, il lance sa remontée au général et la veille de l'arrivée à Paris, il prend la 2ème place du contre-la-montre pour compléter le podium à Paris derrière l'intouchable Armstrong. La surprise italienne Basso, il va signer donc un 7ème podium sur le Tour de France. Ce n'est plus grand Ullrich, les jeunes explosent et il n'a jamais visiblement digéré sa défaite de 2003. En 2006, l'Allemand souhaite désormais profiter de la retraite de son adversaire de toujours Armstrong pour renouer avec la victoire sur le Tour de France. Il va se préparer spécifiquement en participant au Giro au mois de mai et il va remporter notamment la 11ème étape. Cela lui permettra de remporter au moins une étape dans les 3 grands tours. Il va par la suite abandonner pour mieux se préparer au Tour de France. En juin, il va remporter le Tour de Suisse,
mais ce sera sa dernière victoire et dernière course, car le 30 juin, une analyse ADN permet de l'identifier parmi les clients du docteur Fuentes dans le cadre de l'affaire Puerto. Il est exclu du Tour, licencié par son équipe, et peu de temps après, il est contacté par Johan Brunel, manager de l'équipe Discovery Channel, qui lui aurait proposé un contrat de 2 ans. Il ne signera jamais ce contrat, et le 26 février 2007, après plusieurs essais infructueux pour trouver une équipe, il mettra un terme à sa carrière. On ne reverra jamais Ulrich, sa dernière victoire restera donc ce Tour de Suisse 2006. C'est une triste fin pour lui, qui est vraiment un talent brut et un grand espoir du cyclisme dans les années 90 et 2000. Des qualités physiques hors normes, mais une hygiène de vie parfois mauvaise sur l'intersaison, Ulrich ne reviendra jamais au plus haut niveau. Depuis, sa vie privée est un véritable calvaire, conduite en état d'ivresse en 2014, bagarre en 2018 avec son voisin, et est également arrêté en 2018 à Francfort pour une violence sur une escort girl dans un hôtel de luxe. Interné ensuite dans une clinique psychiatrique, il reçoit notamment la visite de Lance Armstrong et il commence une cure de désintoxication. Pendant plus de 10 ans de carrière chez les professionnels, entre 1995 et 2006, Jan Ullrich restera fidèle à son équipe, au maillot rose, Télécom, puis T-Mobile dès 2004. Une petite année chez Bianchi en 2003 qui lui feront passer tout proche de détrôner le roi Armstrong. Un énorme palmarès, un Tour de France, une Vuelta, 2 Tours de Suisse, 2 titres de champion d'Allemagne sur route, 2 titres de champion du monde de contre-la-montre, le titre sur route également à Sydney sur les Jeux Olympiques en 2000, mais également 3 faux maillots blancs du Tour de France, 7 podiums, dont 5 secondes places et 3 derrière l'américain Armstrong. Un coureur pétri de talent, avec une énorme qualité en contre-la-montre, un braquet énorme en montagne, qui sera vraiment l'image de ces coureurs des années 90-2000. Jamais capable de détrôner Armstrong, il restera l'éternel second des années 2000 avec une fin de carrière bien triste. Voilà les gars, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, j'attends beaucoup de vos retours, c'est la première fois que je tente un petit peu ce type de vidéo. Je m'excuse peut-être pour la qualité de certaines images forcément, qui sont pas top. C'est vrai que peut-être sélectionner des coureurs un peu vieux, ça sera pas fou, parce que pour aller trouver les images, ça va pas être évident. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez comme coureur. Peut-être un petit Christophe Moreau ou un Joseba Bellocchi pour être assez sympa, pour rester un petit peu dans cette veine de coureurs. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi je vous dis à la prochaine les gars, portez-vous bien, ciao tout le monde, bye bye.